Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Hop. Bon, je vous propose qu'on attende encore quelques petites minutes et puis après on va démarrer. Oui, Madame Martin, vous aviez la main levée. Hmm. Oui, c'était pour dire que j'étais là et que je vous entendais. Voilà. Merci beaucoup. C'est gentil. Je vais activer chez tout le monde, comme on n'est pas nombreux. Hop. Normalement, tout le monde doit pouvoir parler. Encore 2 petites minutes. Hop, c'est bon.
Bon, je vais vous proposer qu'on démarre et puis des personnes nous rejoindront. Est-ce que tout le monde m'entend? Normalement, j'ai dû activer vos micros, donc vous devez pouvoir vous exprimer. Dites-moi tout. C'est bon pour moi. Moi aussi. Ok. Donc, pour l'instant, on n'est pas nombreux. J'ai activé tout le monde. Donc, comme ça, c'est plus simple. Ça permettra de pouvoir échanger de vive voix. La seule problématique, c'est que je ne vous vois pas. C'est toujours ce qui me gêne. Mais voilà. En tout cas, est-ce que vous me voyez bien et vous m'entendez bien? Oui, oui. Oui. Ok, super. Eh bien, écoutez, je vais commencer par me présenter. Et puis, comme nous ne sommes pas très nombreux, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'écran. Ce sera plus interactif, plus sympa pour que je vois qui vient en face de moi. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. L'idée de la conférence d'aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger sur une thématique autour de la santé environnementale. Je mets le truc. C'est bon pour vous? Ouais. Oui. C'est de pouvoir échanger sur une thématique autour de la santé environnementale et plus particulièrement tout ce qui est en lien avec la chambre de bébé. On sait que c'est un vrai sujet et que vous allez le voir hein, au cours de ce temps d'échange. Il y a un certain nombre de points sur lesquels, de façon très simple, nous pouvons agir pour permettre aux bébés et aux futurs bébés d'être dans un environnement de qualité. Juste pour commencer, donc cette conférence est organisée par la Mutualité française Bourgogne-Franche-Comté, hein, qui est un acteur de prévention. Nous avons donc la Fédération nationale de la Mutualité française sur Paris qui coordonne au niveau national. Et puis, donc, au niveau de la région, vous le voyez, nous avons un découpage avec des antennes dans quasi tous les départements. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'au travers de nos actions, nous sommes là pour améliorer l'accès aux soins et à la santé de l'ensemble de la population en proposant notamment des actions de prévention, promotion de la santé, comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Et donc, pour ça, on a une équipe d'experts avec des thématiques sur lesquelles nous travaillons plus particulièrement. Donc, tout ce qui est en lien avec, on va dire, la nutrition, donc tout ce qui regroupe l'alimentation, l'activité physique, la thématique de la santé bucco-dentaire, un axe important autour de la santé des seniors et du grand âge, donc toutes les actions destinées aux seniors, et puis tout un volet autour de la santé environnementale, ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je vous le disais, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur la chambre de bébé. Alors, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas très nombreux parce que vous êtes 5. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, alors si vous voulez répondre, hein, du coup, de quel cadre êtes-vous issu? Est-ce que pour quelles raisons ce sujet vous intéresse? Et est-ce que vous avez des attentes particulières avant que je ne démarre? Comme ça va me permettre d'affiner plus justement. Dites-moi. Qui veut s'exprimer? Je vais commencer. Merci. Donc, moi, je m'appelle Guillaume Boulier, je suis sage-femme de PMI sur plusieurs secteurs en Saône-et-Loire, à Chagny, Sept-Saint-Grand et au Creusot. D'accord. Et c'est vrai que le sujet de la préparation de la chambre, c'est un sujet qu'on évoque, je pense, assez souvent. Enfin, ma collègue Edine Baréchia en parlera aussi que moi. Parce que voilà, en fait, on a on a pas mal de notions sur tout ce qui peut être composant néfaste du matériel qui peut être dans une chambre à coucher. Après, c'est vrai que il faut pouvoir faire entendre ce message et pas rester sur un état fait et proposer des alternatives. Donc voilà quoi. Mais, mon attente par rapport à ça, c'est avoir du concret, du pratico-pratique. D'accord. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Qui veut prendre la suite? Moi, je veux bien. Allez. Moi, je m'appelle Sarah, je suis infirmière puéricultrice en PMI, en Côte d'Or. Et en fait, j'ai été formée par la Mutualité française au début de l'année par rapport aux perturbateurs endocriniens.
puisque le projet du service pour cette année et l'année à venir, c'est de mettre en place et des ateliers collectifs et de faire une sensibilisation du public sur le sujet sur le PMI. Donc, du coup, l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment compléter mes connaissances pour pouvoir proposer des ateliers, des informations plus ciblées sur certaines thématiques. D'accord. Ok. Est-ce que Sarah, c'est ça? Vous me permettez de vous appeler par vos prénoms? Pas de souci. Oui. Sarah, il y a énormément de bruit autour de vous. Est-ce qu'on peut réussir à… Alors, si vous ne prenez pas la parole, il n'y a pas de souci, mais moi, l'idée, c'est qu'on fasse du très interactif. Est-ce que, je ne sais pas, on arrive à fermer une porte ou à… Enfin, je ne sais pas, du coup, si on… Je suis dans mon bureau fermé, je ne suis pas sûre que ça vienne de moi parce que je suis toute seule dans mon bureau. Ah, pardon. Alors, c'est peut-être, du coup, sur le dernier micro. OK. Non. Merci, Sarah. Qui veut prendre la suite? Edith Marichy, sage-femme PMI sur le secteur du Creusot et d'Autun. Donc, collègue à Guillaume qui s'est exprimé tout à l'heure. Eh bien, effectivement, moi, je voudrais avoir des infos surtout sur les personnes qui sont en difficulté sociale, parce que ça semble plus compliqué quand même. Donc, voilà, je voudrais du pratico-pratique et pour les informer. Voilà. D'accord. OK. Merci. Je vous en prie. Il nous reste qui? Il nous reste Stéphane. Oui, bonjour, Stéphane Bertin. Je suis consultant sur la qualité de l'air intérieur, principalement pour les ERP qui accueillent des enfants, les écoles, les crèches, notamment pour faire du diagnostic sur la qualité des revenants d'air qui seraient liés à des défauts d'aération ou de ventilation. Et du coup, je me suis intéressé du point de vue de la connaissance générale des polluants qui peuvent impacter les enfants. D'accord. Du coup, vous avez Stéphane, vous avez un agrément COFRAC pour intervenir dans les structures? Non, du tout. Non. Vous faites… D'accord. Okay. Très bien. Il nous reste qui? Martine? Oui, bonjour. Je suis coordonnatrice d'un contrat local de santé à l'est de la Côte d'Or, sur 2 intercommunalités. Et donc, je voulais avoir des informations et puis savoir quelle formation je pourrais proposer au service petite enfance sur mon secteur et puis travailler aussi avec la PMI, voilà, sur ce sujet. Ok, ça marche. Sauf erreur de ma part, on y reviendra, hein, mais la PMI 21 est plutôt bien investie sur cette thématique, notamment avec ma collègue Laure Pressouire, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont perturbateurs endocriniens. Donc, oui. on va y revenir. Enfin, Sarah, vous pourrez compléter si vous voulez, mais ouais, je vais y revenir pendant l'intervention. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. L'avantage, c'est comme on n'est pas nombreux, j'ai pu activer tous les micros. Donc, n'hésitez pas à intervenir autant que besoin, autant que nécessaire, poser toutes les questions, faire part de vos expériences. C'est en ça où c'est intéressant. Donc, surtout, allez-y. Alors, pour démarrer, ce que je vous propose, donc en effet, la première étape, c'est de se dire, eh bien, on va préparer la chambre de bébé. Oui, hein, pour certains d'entre vous, vous avez des fonctions, vous êtes en face des parents. Eh bien, c'est de se dire, ça se réfléchit, on aborde la thématique de la qualité de l'air intérieur. On va accueillir un enfant dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et la première étape, c'est donc de réfléchir à comment on va préparer au mieux cette chambre pour la rendre la plus optimale en termes de qualité de l'air intérieur. Donc, on va le faire comme ça. Normalement, j'ai un sondage, mais on va le faire comme ça parce que là, on peut tous parler. Déjà, première question, puisqu'on est dans un objectif de préparation. D'après vous, combien de temps il faut prévoir entre les travaux de la chambre du bébé ou du futur bébé et la première nuit passée dans cette chambre remise en état? À votre avis? Je dirais 6 semaines. Je dirais 1. Je suis optimiste. 2 semaines. Et je dis tout le temps, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Allez, je vous donne quelques indications. Est-ce que c'est 3 jours, est-ce que c'est 3 semaines ou est-ce que c'est 3 mois? 3 mois. 3 semaines. Je dirais 3 mois aussi. Moi, je dirais 3 mois. 3 semaines. Donc, j'ai entendu 3 semaines et 3 mois. Mhm. Ça okay.
J'ai un souci de clavier, donc je vais le faire à la souris. Eh bien, pour la majorité, ouais, vous aviez vu juste, c'est 3 mois. On a tendance, alors moi j'ai fait pas mal d'interventions il y a quelques temps dans les maternités notamment, on intervenait, on faisait des sensibilisations auprès des parents et futurs parents. Et le premier message à leur faire passer, et surtout quand on accueille un premier enfant, on a envie de se dire que, ben oui, peut-être qu'on est dans un nouveau logement, peut-être que même si on est au logement, on a envie de refaire une chambre de A à Z, hein, c'est-à-dire que ça passe par, ben, je fais le revêtement de sol, je mets de la peinture, et puis avec tout ça, ben, j'achète du mobilier neuf, parce que si c'est le deuxième ou le troisième, on peut se passer le mobilier, mais sur le premier, en général, on ne le fait pas, on aime bien acheter neuf. Donc, ça veut dire que quand l'enfant arrive, il est dans un cocktail de composés chimiques. Donc, on a tendance à dire aux parents que dans le meilleur des contextes, hein, on est d'accord, là, on est vraiment dans l'idéal de l'idéal. Après, on connaît tous les réalités de terrain. Mais dans l'idéal, il faut pouvoir dire aux parents qu'il serait bien qu'ils aménagent la chambre quand la future maman est au 5e mois de grossesse. Voilà. Si on veut que l'ensemble des polluants soient évacués au moment de la naissance du bébé. Voilà. Ça, ce sont des questions que les parents vous posent. Par rapport aux polluants, choses comme ça? Ouais, par rapport à l'aménagement de la chambre et combien de temps avant il y a Non, pour pas refaire combien une de temps, chambre. non, non. Enfin, Non. pour moi, non. Chez moi, non. De mon côté, non. D'accord. C'est une question qui peut revenir, mais plus de l'ordre de l'organisationnel. Enfin, selon vous, bah, il faut combien de temps pour préparer la chambre d'un bébé, acheter le matériel de puériculture, mais pas plus, pas sur ce versant-là, en fait. D'accord. OK. Bah, ça veut dire, voilà, ça peut être un complément à leur question. Vous pouvez l'amener vous, hein, en évoquant, puisque voilà, vous m'évoquez les éléments organisationnels de combien de temps que plus vous allez vous projeter tôt. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, parce que 5e mois de grossesse, d'ailleurs, c'est tout juste souvent à ce moment-là qu'on connaît le sexe. Donc, on aménage aussi souvent la chambre en fonction du sexe du bébé. Mais voilà, dans l'idéal, de leur proposer de commencer le plus tôt possible, ou peut-être, s'ils ne peuvent pas commencer le plus tôt possible, de se dire que les premières semaines, on fait du cododo, ou en tout cas, on ne fait pas dormir le bébé dans cette chambre qui est en plein travaux. Voilà, c'est éventuellement ce premier discours. Donc, 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on évoque ce délai de 3 mois? Parce qu'on sait, quand on va commencer à aménager une chambre, à réorganiser, on aborde beaucoup cette thématique qui est les fameux composés organiques volatiles. Ces composés chimiques que l'on trouve partout dans notre environnement. Alors là, on aborde particulièrement l'aménagement, mais ça veut dire que oui, si on fait des travaux, par exemple, eh bien, il va y avoir des composés organiques volatiles dans les peintures que l'on va acheter. Il va y avoir des composés organiques volatiles dans du papier peint, si on décide de mettre ce revêtement-là. Il va y en avoir dans les parquets et il va également y en avoir dans le mobilier. Donc, ce qui est important de savoir sur ces composés organiques volatiles, pourquoi on aborde souvent cette thématique? Parce que ce sont des irritants des voies respiratoires. Donc, quand on va être en contact dans un environnement quel qu'il soit, eh bien, ça va être soit un facteur irritant, soit un facteur aggravant de certains symptômes déjà présents. Donc, l'objectif, c'est d'être le moins possible en contact avec ces composés organiques volatiles. Et on va y revenir. Pour faire ce bricolage, eh bien, il faut qu'on essaye de choisir les produits les plus labellisés. Est-ce que vous connaissez le petit pictogramme ou le petit label qui est au centre de ma diapositive? Oui, oui. Alors, Guillaume, est-ce que vous voulez bien si vous le connaissez, qu'est-ce que ça vous évoque? Comme ça, on va le faire ensemble. Moi, j'aime bien faire participer. Je n'ai pas une connaissance extensive. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais c'est qu'en gros, enfin, plus c'est vert, moins ça va rejeter de composés organiques volatiles dans l'atmosphère de la pièce où si tu le produis, que ce soit de la peinture, de la colle à papier peint ou dans les meubles. Exactement, vous avez parfaitement raison. Alors, souvent, quand on voit ce petit système de LED, c'est un petit peu comme les systèmes qu'on voit sur les machines à laver pour les économies d'énergie. Sauf que là, depuis septembre 2013, est sorti donc ce nouveau pictogramme, mais avec un objectif de déterminer les émissions de polluants dans l'air intérieur. Donc, vous avez sur la partie gauche 2 personnes dans un environnement.
avec un petit nuage de fumée. Et puis, irritant. Et vous avez donc sur la partie droite, en effet, des systèmes de lettres. Donc, il faut aller vers le vert, très juste, parce que plus on va prendre la lettre A+, plus on va réduire le taux des composés organiques volatiles. Donc, quand vous allez acheter ou quand vous allez proposer aux parents et futurs parents la rénovation de leur chambre, ils peuvent peut-être vous questionner sur des choses à privilégier. Eh bien, l'important, c'est de leur parler de ce petit label et pictogramme pour leur dire, eh bien, on le trouve partout, sur les cols, sur les vernis, sur les paquets, sur les peintures, sur tous les revêtements divers et variés qu'on peut trouver aujourd'hui dans les magasins de bricolage. Et plus on achète du A+, plus on réduit le taux des 10 principaux composés organiques volatiles présents à l'intérieur du produit. Voilà. Donc, ce n'est pas plus cher, hein, ça c'est important de leur dire aussi. Nous ne sommes pas sur des matériaux plus chers. Aujourd'hui, c'est une qualité environnementale et tous les fabricants doivent arriver à cette signification-là. Un point important à donner aux parents. Ça va? Oui. Ça va. Ouais. OK. Donc, sur les travaux, si on zoome particulièrement sur les travaux à faire, très important, se dire normalement, ça indication plus, mais que vous donnez, à mon avis, déjà bien évidemment aux femmes enceintes. Quand on est une femme enceinte, dans l'absolu, ce n'est pas à nous de réaliser les travaux d'intérieur, les travaux ou en tout cas un tout petit peu, et le plus possible avec, comme vous le voyez sur ma diapositive, une fenêtre ouverte et un masque, que là on n'a pas, mais l'idéal c'est vraiment ça. Mais le top du top, c'est de ne surtout pas faire de travaux quand on est enceinte, sinon on respire tous ces composés organiques volatiles qu'on va faire respirer à notre enfant. Donc vraiment éviter au maximum. Bien aérer la pièce. Ça, on l'a dit, quel que soit le moment, si on aère, c'est important d'aérer pendant les travaux et c'est important d'aérer quelques jours à l'issue des travaux pour finir de faire évacuer tous les composés organiques volatiles. Si vous êtes en période hivernale, que les parents vous posent des questions, parce que ça, souvent, moi, je l'ai beaucoup dans les interventions, quand on est en période hivernale, voilà, on va accueillir un bébé au mois de novembre, on vient de refaire la chambre au mois d'octobre, on a remis un parquet tout neuf. Ce qu'il est important de dire aux parents, c'est de bien aérer pendant les travaux, de bien aérer après. Mais souvent, si on veut finir de faire évacuer ces fameux composés organiques volatiles qu'on trouve dans les environnements, il est bien exceptionnellement de surchauffer la pièce, c'est-à-dire de mettre une température un petit peu supérieure à la normale, parce que le fait de faire surchauffer la pièce, on va faire ressortir ces composés organiques volatiles dans l'environnement. Et donc, après, il ne nous reste plus qu'entre guillemets qu'à ouvrir pour les faire évacuer. Voilà. Ça, c'est un point pratico-pratique tout simple, mais qu'on peut garder en tête pour les parents et futurs parents. On l'a dit, attendre 3 mois avant d'installer bébé dans la chambre refaite. Ouais, dans l'idéal, c'est ça. Vraiment. Bon, si on ne peut pas, on adapte, mais dans l'idéal, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si on vous questionne quelquefois sur l'aération et surtout sur les systèmes de ventilation, mais ça, c'est à prendre en compte. Alors, on va dire que sur les techniques d'aération, l'avantage, un des avantages, c'est que le Covid est passé par là et qu'on a quand même adapté de nouveaux comportements en termes d'aération. Mais c'est bien de pouvoir aérer la pièce 10 minutes 2 fois par jour. 10 à 15 minutes 2 fois par jour, c'est pas mal. Un système de ventilation, c'est essentiel. Moi, je dis tout le temps dans mes interventions, l'être humain a besoin d'un poumon pour respirer. Une maison, un appartement, une pièce, quelle qu'elle soit, a besoin, elle, d'un système de ventilation. Donc, système de ventilation avec entrée d'air et sortie d'air selon les pièces. Et il est important de ne surtout pas obstruer, boucher les différentes pièces, boucher les différents systèmes de ventilation présents. Sinon, c'est comme ça que la maison étouffe et qu'on commence à voir apparaître les premiers facteurs d'humidité dans un logement. Donc, ça veut dire peinture qui s'écaille, papier qui s'écaille, des petits points noirs qui commencent à se positionner en haut des murs, au plafond, jusqu'à arriver à des moisissures de plus en plus présentes. Donc, pour éviter d'arriver aux moisissures présentes qui seront difficiles à retirer, eh bien, vraiment, le premier des conseils, c'est de dire aérer et ventiler.
Donc voilà, ça, c'est vraiment les 2 points clés. Le tabagisme, je ne vais pas vous faire un cours sur le tabac, mais pour autant, je ne sais pas, est-ce que vous avez là beaucoup de familles où il y a des environnements de fumeurs? Ça représente quel pourcentage à peu près aujourd'hui? Parce qu'on a quand même diminué le tabagisme. Pourcentage, c'est difficile à dire. Je trouve que c'est quand même moins présent, ou en tout cas, il y a plus la culture de fumer dehors, ou il y a peut-être aussi plus la culture de la cigarette électronique. Je ne sais pas ce que les autres personnes en pensent, mais ce qui n'est pas forcément mieux non plus pour certaines fois, mais On est d'accord. Quel retour vous avez par rapport au tabagisme? En pourcentage, j'ai aucune idée. Je ne peux pas répondre non plus. Et effectivement, on voit de plus en plus de cigarettes électroniques. Nous, nos populations sont quand même défavorisées. Et le tabac, c'est quand même encore assez prenant quand même, hein, je trouve, globalement. C'est pas forcément de la femme enceinte, mais de l'entourage. C'est ça, le tabagisme passif. Oui. Ça, c'est clair, hein, c'est un vrai débat à avoir avec les familles. Alors, certes, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, il y a 2 points. Il y a, oui, bien reprendre avec la famille sur la dangerosité ou sur les effets néfastes du tabac, même si on est en tabagisme passif, hein, et notamment par rapport. Et puis, alors, c'est vrai que malheureusement, hein, les gens se sont, au moment où on a commencé à dire qu'il fallait arrêter de fumer, qu'il y a eu de plus en plus de dispositions réglementaires prises, les gens se sont tournés vers la cigarette électronique. Et le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que la cigarette électronique, si elle n'est pas tout aussi néfaste, elle a des effets presque similaires. Donc, notamment par rapport aux parfums qui sont utilisés dans la cigarette. Donc ça, c'est un vrai discours à avoir avec les parents. On décide d'arrêter définitivement, c'est top. Si on ne peut pas s'arrêter définitivement, je comprends. Mais en tout cas, essayer de discuter avec les futures mamans pour celles qui fument. En tout cas, de leur demander pour celles qui fument, peut-être de réussir à faire une pause pendant la grossesse ou en tout cas demander au papa ou en tout cas au couple de fumer le moins possible dans l'environnement et d'être sur l'extérieur. Voilà, pour que l'enfant ne respire pas toutes les vapeurs du tabac, quoi. Ça, c'est important. Pour la nuit. Allez. Hop. Je vous laisse regarder ces 4 images. Quelles sont, allez, celles qui vous semblent idéales pour un environnement de meilleure qualité pour bébé? numéro 2. La 2. Ouais. Pour les autres? La 2. Ouais, pareil, la 2. Hein? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh ben, recommandation de la prévention de la mort subie du nourrisson. Ouais. Pas de tour de lit. Pas de couette, pas de couverture. Ouais. Sur le dos, bien habillé, turbulette. Donc, il n'a pas trop chaud, il n'est pas dans une pièce surchauffée. Non, la 2. Ok. Bravo. Bravo, bravo. En effet. Alors c'est vrai qu'on a des discours qui évoluent, mais pour autant, le bébé sur le dos à plat, dans une turbulette ou une gigoteuse, et puis volontairement, hein, vous avez mis un certain nombre de photos, la 1, la 3 ou la 4, ouais, les tours de lit, et puis tout ce qui est peluche, doudou, vous voyez, plaid, voilà, environnement polaire, source d'acariens notamment, ou d'autres allergènes, et c'est à éviter, quoi. L'objectif, c'est vraiment d'être dans un lit le plus épuré possible. On a rajouté, voilà, par rapport au tapis, hein, éviter aussi les tapis, éviter tous les environnements où on peut avoir des sources importantes d'acariens.
Donc, elle, c'est pour ça que quand on évoquait les travaux tout à l'heure, je vous disais, les premières semaines, on peut aussi peut-être imaginer qu'on soit en cododo, ou en tout cas, ce n'est pas véritablement qu'on soit dans la pièce, que l'enfant soit dans la pièce avec nous, que le bébé soit dans la pièce avec nous. Et c'est ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Elle recommande que le bébé partage la chambre des parents jusqu'à l'âge de 6 mois. Alors certes, chacun dans son propre lit, mais pour des raisons sécuritaires notamment, pour faire en sorte que l'enfant soit sécurisé au maximum, de lui faire partager la même chambre. Alors toujours pareil, ça dépend si on vient de refaire des travaux dans la chambre parentale ou dans la suite parentale. Là, c'est quelque chose qu'on évite, mais en tout cas, l'Organisation mondiale de la santé recommande cet axe-là. Comment vous abordez ce sujet avec les parents? On vous pose quelquefois la question, je pense, sur ce qu'il faut privilégier, ou les parents d'eux-mêmes sont plutôt partants sur du copartage? Dans le carnet de santé en Saône-et-Loire, il me semble que c'est indiqué les 3 premières semaines, enfin 3 ou 6 premières semaines de dormir avec son enfant. Pour pas que ce soit, parce que 6 mois, ça peut paraître le bout du monde pour certains parents des fois. Ouais. D'accord. Pour les autres? C'est en fonction des logements. Parfois, c'est par nécessité d'être dans la même chambre jusqu'aux 6 mois. Et globalement, on l'explique, mais ça dépend des parents, je pense. Je trouve que les parents dorment plus longtemps avec les bébés qu'auparavant. D'accord. Oui. Cododo, on en voit de plus en plus. Oui, globalement, je trouve que les parents dorment avec leur bébé plus longtemps qu'auparavant. D'accord. Bon, après, il n'y a pas de… C'est toujours pareil, l'idée, c'est de déculpabiliser. Il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode. C'est celle qui correspondra aux parents, c'est celle qui correspondra aux enfants et qui fera que chacun sera dans un environnement le plus sécuritaire, le plus serein pour l'équilibre de tous, quoi. On est d'accord aussi. Alors, je vous rejoins. C'est vrai qu'on peut se dire, en effet, que 6 mois, ça fait beaucoup. Je vous rejoins aussi sur… ça dépend des conditions qu'on a chez soi et comment ça s'organise. Mais c'est vrai que c'est en tout cas de plus en plus recommandé. Allez, si vous deviez acheter un matelas pour un bébé demain, il serait idéal d'opter pour quel type de matelas? Est-ce qu'on se dit qu'on choisit un matelas neuf parce que c'est une question de sécurité, ou est-ce qu'on se dit qu'on choisit un matelas d'occasion parce que les polluants auront eu le temps de disparaître? C'est compliqué comme question. Moi, je dirais 9. Moi, je dirais d'occasion, mais je pense que ça doit être difficile pour les gens d'acheter des matelas d'occasion pour leur bébé. Enfin, je l'imagine comme ça. Je comprends. Pour les autres? Vu ce qu'on vient d'entendre, je pense que l'occasion, ce serait bien, mais en même temps, moi, je prendrais 9. Voilà. C'est une question que vous avez, ça, des parents? Pas de mon côté, non. Non? Non, non plus. Non, ils font en fonction. C'est en fonction du budget, Ouais. en fonction des familles. C'est pas une question, voilà, ils font en fonction. Ok. Eh bien. Alors, on est d'accord, on pourrait se dire que si on est dans un objectif santé environnementale, on pourrait se dire que l'occasion serait idéale. Bon, pour autant, sur le matelas, on a tendance à dire que c'est bien de privilégier un matelas neuf, puisqu'on a un peu de visibilité sur d'où il vient, ce qu'il comporte, quel est son parcours et son histoire de vie. Voilà, ce qui est après… On n'est pas sur la même dimension que, par exemple, je vais aller acheter des vêtements d'occasion. Voilà, là, on les lave, on sait qu'il n'y a pas de souci. Sur un matelas, c'est quand même plutôt compliqué à entretenir. On ne sait pas comment il a été exposé, on ne sait pas d'où il vient. Donc, sur le matelas, on a plutôt tendance à dire qu'il faut privilégier du neuf. Ce qui est sûr, c'est que s'il y avait qu'une chose à retenir, c'est de se dire que l'objectif, c'est vraiment d'acheter un matelas qui soit un matelas sans traitement chimique.
que sinon, hein, on a pris tous les matelas, on les a mis dans un gaz, on les a pulvérisés de produits chimiques et donc ils arrivent chez nous, eh bien, on respire tous ces composants. Donc là, pour le coup, il faut vraiment privilégier un matelas, si possible, neuf, en laine ou en coton, et donc sans aucun traitement. On peut utiliser un protège-matelas en polyéthylène ou en laine. Ça marche très, très bien. Et puis, ce que je vous évoquais, aujourd'hui, on a presque tous, hein, peut-être vous le savez ou vous regarderez, moi la première, quand j'ai commencé à travailler on a presque tous des matelas, quand on les achète, qui sont des matelas traités anti-acariens. Sauf qu'il n'y a pas de mystère. Pour qu'ils soient traités anti-acariens ou traités anti-autres petites bêtes, eh bien, on a souvent utilisé des traitements de chimie. Donc, il faut surtout éviter cet aspect-là. Et puis, donc, continuer à bien aérer le matelas quand on l'a. Bien aérer le matelas le plus tôt possible. Dès qu'on le reçoit, dès qu'on l'achète, souvent, on a tendance, ça c'est un point que vous pouvez évoquer avec les parents, on a souvent tendance à préconiser, comme le matelas est neuf, de le laisser aérer, ventiler et de ne pas forcément venir le disposer tout de suite dans la chambre concernée. Si on a de la place, en fonction des familles que vous avez, si on a de la place pour disposer le matelas dans un garage ou dans une pièce qui n'est pas utilisée, eh bien, on enlève tous les emballages et on laisse le matelas se ventiler pendant 15 jours, 3 semaines pour qu'il prenne l'air avant de pouvoir le mettre dans la chambre. Et puis, bien évidemment, on lave tout ce qui arrive à neuf, le drap-housse, le protège-matelas, tout ce qui va être utilisé à entretenir pour ne pas remettre des choses pleines de chimie. Allez, je vous laisse zoomer cette petite photo. Qu'est-ce que vous auriez envie de changer dans cette chambre? L'anti-moustique. Mettez-vous tous dans la peau de demain, vous faites une visite, vous allez, allez, on se dit que vous allez tous voir un parent demain, vous allez au domicile d'un parent qui est en train de préparer la chambre, il très, très fièrement, il va ouvrir la porte, il va vous dire « Regardez Sarah, Guillaume, Stéphane, Edith, Martine, comment j'ai aménagé la chambre de mon futur enfant. » Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Je dirais les bougies parfumées, la plante, les huiles essentielles, l'anti-moustique, comme disait Edith. Le chat. Puis le seau avec le produit d'entretien, et puis ouais, le chat. Ouais. Le babyphone, peut-être. Mais bon, c'est un peu indispensable comme matériel, donc et puis On va on reparler. de tout ça, mais Ouais, vous avez raison, Sarah, on va en reparler. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le placard qui est ouvert. Le? Placard qui est ouvert à vêtements. Ouais. les jouets qui sont peut-être neufs. Bah, tout, la commode, tout ça, si c'est neuf, en fait, si c'est du mobilier neuf. La plante, ça dépend de ce que c'est comme plante, mais je sais pas si j'ai pas entendu tout à l'heure, ça a sauté, je sais pas si vous l'aviez dit. Ouais, ça a été évoqué, ouais. Quelqu'un m'a dit Guillaume, je crois. Ok, pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, en effet, on peut se dire que qu'est-ce qu'on va changer par rapport à ce qu'on avait au départ? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Déjà, les prises anti-moustiques, on les enlève et dans le meilleur des cas, si on peut, on installe une moustiquaire. Ou alors, éventuellement, si on a un rebord de fenêtre, je préfère qu'on mette un géranium. Il existe des variétés de géranium. Un géranium spécial répulsif moustique qui marche plutôt bien. Donc, comme ça évite de mettre des produits chimiques. Sarah, vous avez évoqué le babyphone. Très juste. Alors, moi, le babyphone, quand je fais des interventions parents, futurs parents, je les questionne sur la configuration du logement. Et j'avoue que je ne recommande pas toujours le babyphone. Si on est dans un logement où tout est de plein pied et que la chambre est proche de l'espace de vie dans lequel nous, on est le soir au moment des siestes, moi, j'ai tendance à ne pas recommander le babyphone. Maintenant, si les gens veulent en avoir un, ce que je peux comprendre parce que ça s'utilise beaucoup,
il y a quand même 2 recommandations à donner. C'est de leur dire, si vous utilisez, évitez les systèmes avec caméra ou en tout cas les systèmes avec ondes, puisqu'il y a quand même voilà, tout ce qui est à base de réseau et de circulation d'ondes, on évite. Les gens, ils achètent quasi tous les systèmes avec caméra. Hein. Et surtout, enfin, je ne sais pas si c'est le retour que vous avez, vous, mais je pense. C'est tendance, oui. Ouais, c'est ça, c'est vraiment tendance. Et en tout cas, élément très important, il faut que le babyphone soit le plus éloigné possible du bébé. Pas de babyphone dans le lit. Ça, souvent, les parents ont tendance à faire ça. Pas de babyphone dans le lit. On met minimum d'1,50 m le babyphone du bébé. Voilà. Pour éviter tout ce qui est circulation d'ondes. Donc, babyphone, OK. Prise moustique, OK. Les bougies parfumées, hop, pardon. Parfumées, alors ça marche un coup sur 2, un coup ça remonte, un coup ça ne remonte pas. Les bougies parfumées, donc vous voyez le babyphone, du coup on l'a déplacé du lit pour le mettre sur la commode, parce qu'on n'a pas forcément besoin de la vidéo, on a surtout besoin d'entendre. Bon, la plante, on se questionne sur les plantes qui peuvent être allergisantes, ça je ne sais pas si ce sont des questions qu'on peut vous poser, des choses auxquelles vous vous intéressez, mais sachez qu'il y a quelques plantes qui sont allergisantes dans des environnements intérieurs. Notamment le ficus et le yucca. Donc, quand on arrive à des périodes où on a des petits bouts qui commencent à se déplacer, il faut surtout éviter qu'ils aillent toucher les plantes ou qu'ils mettent les doigts à la bouche ou qu'ils mettent les feuilles à la bouche parce qu'on a tendance à développer de la rhinite et de la conjonctivite à leur contact. Voilà. Donc, ça, c'est un point important. Le seau, le ménage, en effet, tout ça, on retire. Les jouets, si on est sur des choses neuves, eh bien, on aère ou on entretient. Les portes de placard, alors là, volontairement, on a laissé ouvert, mais je vous rejoins, je ne sais plus si c'est Stéphane ou Guillaume qui l'a évoqué, mais vous avez parfaitement raison. Moi, j'ai tendance à demander que j'ai des portes, un maximum de portes sur les armoires. Et puis, bien entretenir le linge avant de le mettre. Là, c'est sur cintre. Bon, il faut s'assurer que les vêtements qui sont mis dans la penderie, ils ont été lavés avant que le bébé les porte. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les bougies, on a enlevé. Le chat, bien évidemment, on évite. Voilà, on est pas mal. On a déjà enlevé pas mal de petites choses. On ne peut pas tout retirer, mais en tout cas, on peut adapter au maximum. Ça va sur l'aménagement de la chambre? Ouais. Donc, voilà, sur les coups de bébé, ce que je vous disais, la première question que les parents peuvent se poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ben, oui ou non? Si oui, eh bien, je l'éloigne au maximum d'1,50 m du lit et je choisis surtout un écoute bébé peu émetteur. Donc, aujourd'hui, les systèmes Vox ou les systèmes analogiques ou filaires et puis les systèmes sans vidéo, ça, c'est pas mal parce qu'au moins, comme ça, il n'y a pas d'émission d'ondes. Sinon, on se les prend toutes. Allez, température de la chambre idéale, de la chambre pour le bébé. Qu'est-ce qu'on se dit? Je vous donne une indication. Hop. Est-ce qu'on se dit 24-26, 18-20 ou 15-17? 18-20. Tout le monde est unanime sur le 18-20? Ça semble. Ouais. 18-20 degrés, pas plus, moins, pour éviter la prolifération des moisissures, des bactéries, des virus. On vous demande cette température-là parce que aujourd'hui, notamment quand on a l'acarien, qui est la première allergie qu'on se trouve dans l'environnement intérieur, un acarien, plus il fait chaud, plus il va s'installer pour l'hiver. Donc, il faut vraiment essayer de lui donner une température moyenne pour qu'il n'y ait pas de prolifération. Et pour le taux d'humidité, alors, certes, ça peut avoir un coût. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Après, l'idée, c'est aussi de proposer des conseils qui financièrement sont gérables.
Mais vous avez pas mal de gens qui ont chez eux des petites stations météo là, qui posent sur les meubles sans forcément aller acheter un hygromètre, mais d'avoir une petite station météo s'ils ont ça chez eux et qui, dans la majorité des cas, donne le taux d'humidité présent dans la maison. Donc, on est bien dans un logement quand on a un taux d'humidité entre 40 et 60%. Pourquoi 40-60 ? Parce qu'en dessous de 40, on est dans un environnement qui serait trop sec. Donc, quand on est dans un environnement trop sec, on a tendance à tout et la rhinite, donc nez qui pique, nez qui gratte, nez qui coule, éternuement. Et à l'inverse, quand on est en dessus de 60%, on est dans un environnement qui est trop humide. Donc, tous les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, hein. Peinture qui s'écaille, papier qui se décolle et puis moisissure qui commence à apparaître. Donc, il faut vraiment rester dans cette température la plus idéale possible. Allez, si on zoome un petit peu les jeux, les jouets et les peluches, est-ce qu'on doit désinfecter les jouets de son enfant avant de les lui donner? Qu'est-ce que vous demandent les parents par rapport à ça? Moi, ils ne me demandent rien, mais je dirais qu'il faut les désinfecter quand même. Ouais. Non, pas désinfecter. Nettoyer, mais pas désinfecter. Sarah, Edith, Martine? Oui, enfin désinfection, nettoyage, lavage, oui. Ouais. Ce qui n'est pas toujours fait chez nous. En effet. Je rejoins, vos mots étaient très importants. On peut se dire qu'on n'est pas du tout là pour désinfecter. Il ne faut aucunement aseptiser l'environnement de l'enfant. Aujourd'hui, alors je pense que vous connaissez toutes cette fameuse méthode hygiéniste qui était de se dire, on a plutôt tendance, il y a quelques années en arrière, on avait plutôt tendance à dire, quand on faisait des études, de prendre 2 cohortes d'enfants, de positionner un panel d'enfants dans un environnement rural confronté à un certain nombre de polluants ou en tout cas dans un environnement moins aseptisé, c'est-à-dire quelqu'un où on ne ferait pas forcément attention. S'il doit être assis dans un environnement poussiéreux, eh bien, ça fonctionne. Et à l'inverse, des enfants positionnés en milieu urbain, en contact avec un certain nombre de polluants, eh bien, on s'est très vite rendu compte qu'au travers de cette fameuse méthode hygiéniste, quand on est sur des enfants en milieu urbain en contact avec des polluants, eh bien, ou en tout cas qu'on surprotégerait, eh bien, ils ont tendance à développer plus de pathologies. Donc non, il ne faut surtout pas aseptiser tout l'univers de bébé, et même le nôtre, quand on parle des enfants, mais on peut parler des adultes, parce qu'il faut que notre propre système immunitaire puisse se développer, et il faut donc mettre l'enfant en contact avec un certain nombre de polluants, sans être trop dans un environnement polluant, mais il faut en avoir quelques-uns pour que le système immunitaire puisse se développer. Sinon, on est trop aseptisé. Donc, il faut nettoyer les jouets. On peut les nettoyer un peu, c'est-à-dire soit les passer à l'eau, soit les passer au produit vaisselle, soit pour certains les mettre dans le lave-vaisselle pour ceux qui n'ont pas une dimension électronique, mais on n'est pas sur du grand nettoyage. Ça, c'est très important à garder en tête pour les parents, pour les messages à donner aux parents. Et lesquels de ces jouets sont à privilégier selon vous? On vous a mis un petit panel. Et pourquoi? En tout cas, pas ceux qui sont interdits aux 0-3 ans. La girafe, Sophie. Pas les écrans. On va éviter les écrans, effectivement. Je n'arrive pas à voir ce que c'est, si c'est un écran ou pas. J'ai l'impression que oui. Mais... En bas? Oui. Ouais, c'est un enfant qui est sur tablette. Éviter les matières plastiques. Et les crayons, c'est toxique aussi. Oui, je pense, les surligneurs, les peluches. Bon, après, jouer quoi les mots. Et si on vous écoute, on n'en garde pas beaucoup. Non, parce que même la girafe, alors la girafe, c'est en plastique. Ouais. Vu la matière de la girafe. C'est pas du caoutchouc ou c'est pas du silicone? C'est du caoutchouc. Alors,
Ils se sont un peu améliorés là, hein, puisque la boîte qui fait Sophie la girafe est en Haute-Savoie, elle est à Rumi. Ont amélioré leurs conditions, mais oui, aujourd'hui, on est sur du silicone. D'accord. C'est quand même déjà mieux. Mm. Donc, par rapport à tout ce que vous avez évoqué, hop. Donc, ce qu'on peut se dire, ouais, jouets électroniques, je ne fais pas un cours là-dessus, mais on est d'accord. Hein. Attention, vraiment des choses à donner le plus tard possible pour ne pas avoir des enfants surconnectés dès le plus jeune âge. Dans l'idéal, hein, on a presque tendance à dire ou en tout cas, il y a des petites périodes, hein, comme les 3-6, limiter au maximum les écrans. Jouets sonores, ils peuvent être importants. Par contre, là, on est plutôt aussi en lien avec, on est sur la notion environnementale, mais plus sur la prévention des risques auditifs. Donc, attention aux décibels d'un certain nombre de jouets par rapport à tout ça. Les jouets en bois, oui, mais toujours pareil, il faut regarder quel type de jouet en bois on peut avoir. Il faut vraiment être au maximum sur des jouets en bois brut et sans vernis, ou en tout cas des jouets qui seraient peints avec de la peinture naturelle. Ouais, vous vouliez dire quelque chose? Non, c'est bon. Alors, ce n'est pas toujours évident à faire, mais moi, quand j'interviens sur des interventions auprès des assistantes maternelles, j'ai tendance à leur dire, dans l'idéal, il faudrait que nous, parents ou les futurs parents, quand ils achètent des jouets, ils aient le réflexe de mettre le jouet à la bouche, en fait. Parce que c'est la première indication. Alors, et la sentir et la goûter, parce que la première indication, c'est le premier réflexe que va avoir l'enfant, c'est de mettre le jouet à la bouche. Et si déjà, quand vous commencez à l'approcher de la bouche, il y a une odeur extrêmement importante, ou si en le mettant juste au bord des lèvres, il y a un goût extrêmement prégnant, et ben, c'est le genre de jouet qu'on va laisser à sa place. Voilà. Et s'assurer, encore une fois, qu'on reste sur des choses les plus naturelles possibles et bien les laver avant de les utiliser. Voilà. Sur les jouets en caoutchouc, alors ouais, il faut s'assurer qu'on puisse avoir du caoutchouc le plus naturel possible. Et puis, sur tout ce qui est poupée, doudou, parce qu'on a beau alerter sur cet axe-là, hein, c'est quand même un gros point. Hein, on a tendance à acheter pour son enfant ou à se faire offrir pas mal de doudous ou de peluches ou de poupées. Eh bien, essayer d'être un maximum. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez ce petit label. On est quand même sur aujourd'hui, on a un label Ocotex sur confiance textile avec un maximum de produits, un maximum de jouets, de peluches, de doudous qui sont le plus naturels possible. Voilà, donc il faut vraiment zoomer sur ces petits labels et pictogrammes qui sont gages de qualité environnementale. Les jouets en plastique, on fait attention, notamment ceux qui sont en polychlorure de vinyle. Vous aviez raison sur les feutres et les peintures au doigt. Il faut vraiment s'assurer du label environnemental, soit NF Environnement, soit aujourd'hui, enfin, vous avez notamment dans les crèches, hein, moi je fais pas mal d'audits dans les crèches, quand on fait les audits, on questionne aussi beaucoup sur tout ce qui est utilisé comme produit d'activité pour les enfants. Et donc voilà, vraiment privilégier ce label NF Environnement qui est le label environnemental français et donc qui garantit d'un maximum de composés de qualité dès le plus jeune âge. Interdit aux moins de 3 ans, vous l'aviez dit, je crois que c'est Sarah, vous l'aviez dit, hein, en effet, là, si c'est interdit aux moins de 3 ans, ça veut dire que forcément, en termes environnementaux, on n'est pas bon du tout. Donc, il ne faut surtout pas prendre ça. Et puis, les peluches, il faut bien les laver avant de les donner au bébé. Ça, c'est un conseil que vous pouvez donner aux parents. Si on leur offre des grosses peluches pour leurs enfants, ou en tout cas des peluches qui ne passeraient pas tout de suite dans la machine à laver parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, il y a une première option qui est de mettre les peluches et les doudous au congélateur. Ça ralentit la prolifération des acariens notamment. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ça évite de les laver à très haute température parce que si vous passez un doudou à 60 degrés, très souvent, il n'en reste pas grand-chose. Donc, l'avantage de les mettre au congélateur quelques heures avant, ça permet de préconiser aux parents de laver derrière à 40 au lieu de laver à 60. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Ça va là-dessus? Oui.
Ouais, des questions ou des remarques par rapport aux jeux, jouets, peluches? Non. Non. Bon, c'est des petites choses simples, hein, mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête parce qu'aujourd'hui, on est tellement séduit par voilà, tout ce qui se vend. Et puis, je comprends, hein, on a envie de faire plaisir à son enfant. On achète ce qui nous fait plaisir, ce qui nous semble bien. Mais c'est vrai que si on veut zoomer sur cette qualité environnementale, il faut aller creuser un petit peu plus et privilégier plutôt certains matériaux que d'autres. Sur les textiles, est-il recommandé d'utiliser une lessive spéciale bébé pour les premiers mois de vie de l'enfant, selon vous? Oui ou non? Oui. Non. Comme ça, j'ai les Je deux réponses. ne sais pas ce qu'elles contiennent, les lessives spéciales bébé. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? On va y revenir. Donc, je ne sais pas. Il n'est pas forcément, vous avez votre remarque qui était très pertinente, Edith. Il n'est pas forcément recommandé d'utiliser une lessive spéciale bébé pour les premiers mois de vie d'un enfant, parce que dans l'absolu, il n'y a pas de raison qu'il y ait un terrain allergique au départ, il n'y a pas de point particulier à aller zoomer. Par contre, le point clé, c'est vraiment de laver avant l'utilisation tous les vêtements neufs de bébé. Puisqu'on le sait aujourd'hui, à partir du moment où c'est neuf, eh bien, quand c'est neuf, on a mis un certain nombre de produits chimiques à l'intérieur. Voilà, vous avez, on l'a évoqué en introduction, hein, mais tous ces fameux perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ces composés que l'on va ingérer, inhaler, qui vont passer la barrière de notre peau parce qu'on en trouve partout dans notre environnement. Et donc, tous ces perturbateurs endocriniens, eh bien, il y en a aujourd'hui dans les vêtements parce qu'on en utilise pour les teindre, enfin, en tout cas pour maintenir la couleur de teinture. On en utilise en retardateur de flamme pour pas que les vêtements prennent feu. On en utilise pour qu'ils s'entretiennent plus facilement. On en utilise pour qu'ils soient anti-taches, etc., etc. Donc, l'important, ce n'est pas forcément d'utiliser une lessive spéciale bébé, c'est d'utiliser un lavage ou de faire un lavage de tous les vêtements neufs avant première utilisation. Ça, c'est vraiment la clé. Est-ce qu'il existe des labels pour nous guider dans le choix des vêtements, selon vous? Vous parlez de Oikotech. Ouais. Sarah, c'est vous qui avez parlé avant? J'ai dit Ecotex, je ne sais pas, ça me revenait en tête, ça ne m'était pas sûr. Ouais, ce que vous avez évoqué tous les deux. Ouais, il faut qu'ils soient en coton aussi. Vous avez parfaitement raison. Il existe un certain nombre de labels aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, pour le choix des textiles de bébé, et qui ne sont pas forcément plus chers aussi. Hein. Quand on abordait tout à l'heure par rapport au public à dimension de précarité, c'est un point à avoir en tête, c'est que ce n'est pas forcément des produits qui vont être beaucoup plus chers. En tout cas, aujourd'hui, il y a des labels qui sont fiables. Alors, ceux qu'on connaît le plus, enfin, notamment celui qu'on connaît le plus, c'est en tout cas pour nous, c'est l'écolabel européen. Alors, la même chose que NF Environnement, c'est le même, sauf que NF, c'est le label français, écolabel, c'est le label environnemental. On a évoqué ensemble le label Confiance Textile, où là, on est, vous avez évoqué Ocotex, hein, vous avez parfaitement raison. On est sur un label très environnemental puisqu'on est sur entre 95 et 99% de produits d'origine naturelle. Et puis, alors les autres, on les connaît moins, on les utilise moins. Alors si peut-être le label qui représente le t-shirt, certains vous parlent ou pas du tout? Vous en aviez déjà vu? Franchement, à part l'écolabel, les autres, je les avais jamais vus. Alors. Mais je vous comprends, hein, parce que là, on les présente, mais finalement, ce n'est pas ceux qu'on trouve le plus sur le marché. Et pour autant, ils sont très intéressants parce que pour la majorité, comme ils indiquent, c'est-à-dire ils sont certifiés 100% coton ou certifiés 100% naturel. Vous voyez? Donc, c'est plutôt intéressant. Si vous avez besoin, on verra si après vous avez besoin de quelques infos complémentaires, je pourrais vous envoyer hein, si vous voulez. Hein. Ça Oui. tout à fait. Donc, finalement, on se dit que si on veut choisir des textiles de bébé,
Là, pour le coup, ce n'est pas comme le matelas. Là, on pourrait se dire qu'on peut privilégier du seconde main. Hein, vous avez de plus en plus d'espaces, d'environnement, de sites sur lesquels vous pouvez acheter du seconde main. Eh bien, oui, là, certes, ça a été porté. Et quand ça arrive à vous, eh ben, on est sûr que ça a été lavé un certain nombre de fois. Et on est sûr que la majorité des composés chimiques qui étaient à l'intérieur, eh ben, ils ont disparu depuis. Donc, on privilégie du seconde main et on privilégie au maximum du 100% coton. Le synthétique, on évite parce que plus c'est synthétique, plus la matière est travaillée et plus il y a de composés chimiques à l'intérieur. Donc, voilà. Et puis, même si, après, je comprends, hein, parce que pour les parents, ça peut être sympa aussi, mais ce qu'il faut surtout évoquer avec eux, si on veut rester sur de l'environnemental, c'est d'éviter les vêtements antibactériens et surtout éviter les vêtements qui ont pas mal d'imprimés ou de motifs, parce que plus on a d'imprimés, plus on a de motifs, et bien plus il y aura de composés chimiques à l'intérieur et donc de perturbateurs endocriniens, parce qu'encore une fois, il faut en mettre un pour tenir la couleur, il faut en mettre un pour tenir le tissu, il faut en mettre un pour que le petit dessin ne s'enlève pas au bout de 10 lavages. Donc, pour ça, il n'y a pas de mystère, hein. On est obligé d'utiliser des composés chimiques. Il faut vraiment rester sur du plus naturel possible. L'échange de bébés. Allez, selon vous, est-ce qu'il est préférable d'utiliser des produits d'hygiène spécifiques pour la toilette de bébé ou pas forcément? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? De l'eau et un savon ordinaire, je veux dire. Oui, c'est ça, faut partir sur un produit le plus simple possible. D'accord. Sarah, les autres? Non, pas de produit spécifique. Ok. Fait. Pas nécessairement. Après, il y a des parents qui vont le privilégier, qui vont dire qu'ils préfèrent, mais encore une fois, ce n'est pas une obligation. Ce qui est surtout important, c'est toujours la même chose. On parlait de certains publics, voilà, par rapport à certains publics qui peuvent être dans la nécessité. Le premier des messages à leur transmettre, c'est, parce que certes, on a envie d'accéder à un certain nombre de choses, mais de se dire surtout que quand on accueille un enfant, plus on fait simple, mieux c'est. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un panel conséquent de produits avec soi. On peut choisir des choses très simples, en petite quantité. Et en effet, vous avez un gel lavant corps et cheveux. Et voilà, vous faites le nettoyage de bébé et vous n'avez pas besoin d'autres composés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce qu'on va devoir choisir comme produit, il faut essayer, comme tout produit qu'on va privilégier dans le quotidien quand on s'intéresse à la dimension santé environnementale, c'est de choisir des cosmétiques avec une liste d'ingrédients la plus courte possible. Si vous avez 2 gels lavant corps et cheveux bébé devant vous, dites aux parents, en tout cas quand les parents choisissent, dites-leur, choisissez celui avec la liste la plus courte possible. C'est-à-dire qu'on sera le moins possible en contact avec l'ensemble des composés chimiques. Et puis, ça, c'est très important. Il faut éviter, alors ça, c'est une vraie stratégie commerciale, hein, mais ça marche, hein, malheureusement, ça fonctionne bien. Dire aux parents, ou en tout cas dans ce qu'on peut privilégier, d'éviter les produits non rincés. C'est-à-dire ceux, on vous dit, ah, vous pouvez, ce produit-là est sans rinçage, c'est très bien. Ben non, ce n'est pas forcément très bien, puisque on va mettre ce produit-là sur le corps et que derrière, si on ne le rince pas, eh bien, on va garder sur notre peau des composés chimiques. Et on sait qu'une des barrières de diffusion d'un composé dans le corps, c'est la peau. Donc, la première barrière de diffusion, c'est la peau. Tout ce qu'on va mettre sur notre peau va pénétrer dans notre corps. Et donc, on va être en contact avec ces composés-là. Donc, privilégiez plutôt des produits non rincés, des produits sans parfum et les sprays. Les sprays, ce n'est pas forcément top non plus. Voilà. Et on privilégie surtout, là, vous avez 2 autres labels qu'on n'a pas évoqués jusque-là.
qui sont spécifiques aux cosmétiques. Vous avez les produits labellisés EcoCert, c'est une certification des pouvoirs publics qui garantit de la qualité environnementale des produits que l'on utilise. Et puis, vous avez le petit label que vous avez sans doute déjà vu, le Cosmébio ou Cosmétique Bio, qui garantit des cosmétiques avec 95 à 99% de produits d'origine naturelle. Donc là, on est au moins certifié qualité. Vous connaissiez ces deux petits pictogrammes, ces deux petits labels? Le Cosme Bio, oui, mais l'autre, non. Ouais. D'accord. Pour le change de bébé, est-ce qu'il est préférable d'utiliser des lingettes, de l'eau ou de l'eau savonneuse, du lait de toilette, de l'eau micellaire et du liniment? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on privilégie? Le liniment? Je n'ai pas entendu, Guillaume. Le liniment? Moi, le 2. Moi, j'irai le 2 aussi, voire le 5. Je ne sais pas, on a une ou deux réponses possibles. Vous en avez plusieurs, Sarah. Bah, Vous 2 et pouvez- 5. Vous pouvez y aller. Martine ou Edith? Oui, le 2. Ouais. Ok. L'idéal, c'est le 2. Allô? Allô? L'idéal, c'est vraiment le 2. Lingette pour bébé, c'était vraiment à bannir. Alors, certes, c'est une solution de facilité, hein, parce qu'on part quelque part, on utilise les lingettes, mais dans l'absolu, c'est à bannir. Si on peut éviter, c'est bien. Le lait de toilette, ce n'est pas forcément une obligation, puisqu'il y a des parfums aussi à l'intérieur. Donc, à partir du moment où il y a des parfums, il y a des composés chimiques. L'eau micellaire, complètement inutile, si ce n'est pour se faire plaisir. Et le liniment, alors c'est vrai que le liniment, on en a parlé. On revient, sauf erreur de ma part, on revient un peu en arrière dans les structures petite enfance. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de structures qui ne l'utilisent plus. Qu'est-ce qui est recommandé, vous, en PMI? Alors, on n'a pas vraiment de recommandations. Enfin, si, on essaye de préconiser maintenant qu'on est sensibilisé aux perturbateurs endocriniens sur le produit le plus simple possible. Ouais. Mais après, la culture de l'eau micellaire et de la lingette qui est très, très, très imprégnée. Enfin, Ouais. voilà, c'est très présent encore. Après, le liniment, on en entend souvent parler aussi. Moi, j'alerte par rapport au fait qu'il faut vraiment regarder la composition des liniments parce que qui dit liniment ne veut pas forcément dire tout naturel. Ça dépend vraiment comment il a été reconstitué. Et aussi, moi, je sais que maintenant, je préconise plus quand il y a un siège qui est un peu hérité parce que ça peut être très attaquant pour les fesses du bébé qui a un érythème. Donc, voilà, j'essaye de voir avec les parents ce qui est possible au niveau de la composition du liniment, en tout cas de bien vérifier parce que c'est pas parce que c'est à base d'huile d'olive que c'est forcément toujours très naturel qui est vendu en commerce. D'accord. Edith, vous vouliez ajouter quelque chose? Le liniment, on le préconise quand même, plus ou moins, enfin, chez nous. Ouais. Dans les maternités encore, dans les maternités, ils préconisent aussi. Donc, ouais, elles sortent quand même avec leur flacon de liniment, les femmes. Enfin, elles sortent, elles ont leur, ouais, elles prennent un flacon de liniment. Ok. Les lingettes, non, ça on explique bien. Le lait de toilette aussi. Non, je trouve que le liniment, c'est encore très présent chez nous. Alors après, il y a aussi, en complément de ce que disait Sarah, une autre alternative qui serait, alors, sauf qu'il faut avoir la bonne recette et surtout les bonnes proportions, mais de proposer aux parents de le fabriquer eux-mêmes. Oui. Parce que là, au moins, on sait qu'on a mis les deux composés et qu'il n'y a pas de parfum annexe, il n'y a pas d'autres composés qui seraient ajoutés. Là, on part des deux produits de base et puis on peut le fabriquer soi-même. Mais encore faut-il respecter strictement les proportions de composés, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être fait si le liniment a la dent dure. Bon, quelquefois, c'est pas le pire des produits. C'est sûr que nous, on a tendance à dire juste de l'eau ou de l'eau savonneuse, c'est largement suffisant. Ça marche bien. Mais on va sans doute y venir, je pense, hein, sur toutes les structures là, qui sont en démarche environnementale, structures sans perturbateurs endocriniens.
je pense que voilà, ça va finir par… En tout cas, moi, toutes les structures dans lesquelles je suis allée faire des accompagnements, il y en a déjà un certain nombre qui ont retiré le liniment de leur dispositif. Et vous avez une recette de liniment? Une bonne Ouais, recette de liniment? ouais, on en a. Je pourrais vous envoyer si vous voulez. Ah, super. On C'est en a. 50-50, non? Il me semblait non? Ouais, normalement, ouais. Ah, Ouais. c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment l'avoir respecté scrupuleusement, mais oui, normalement, c'est 50-50. Hein. Mais à la limite, si ça vous intéresse, Sarah, notamment les autres, vous mettrez dans le… Je crois qu'on a un canal de discussion. Vous mettrez où je vais noter. De toute façon, je vais un lien après pour un questionnaire, mais où je vous donnerai mon adresse mail et puis voilà, je vous enverrai si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, donc de l'eau ou de l'eau savonneuse. Bien évidemment, je ne vous apprends rien à changer régulièrement la couche de bébé. C'est comme ça qu'on évite au maximum les érythèmes. Choisir les couches économiquement abordables. Aujourd'hui, on en trouve de plus en plus. Hein. Ils ont fait énormément de progrès sur les couches et énormément de couches qui sont environnementalement bien et qui sont sur des prix plutôt intéressants. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve. Vous avez quoi dans vos structures comme couche? Nous, on n'en a pas. Vous avez quoi comme couche? Ben, nous, on n'en a pas. Personne? Ouais, non, sage-femme, non. Ouais, non, du coup. Et les parents, eux, ils sont quoi? Ils restent sur la dent dure sur des marques recommandées plus, genre Pampers et autres, ou on arrive à diversifier un peu? Hein, moi, je leur dis d'en prendre 3 paquets de marques différentes et qu'elles voient après comment se comporte le bébé en fonction de rapport qualité-prix, etc. Ouais. Ce qui est une bonne remarque, hein, ce qui est un bon conseil, je trouve. En effet, de trouver celle qui correspond le mieux, mais en tout cas de regarder quand même sur l'étiquetage, même principe que pour les cosmétiques, là où il y a le moins de composés chimiques, hein, puisque alors on a quand même fait beaucoup de progrès, mais pendant très longtemps, on a vendu des couches et on en vend encore des couches qui sont blanchies à l'eau de Javel. Sauf que la couche, c'est quand même ce qu'on garde hein, jusqu'à 2 ans, c'est quand même ce qu'on garde le plus souvent. Ça veut dire qu'on est en permanence en contact avec des composés chimiques. Donc, il faut vraiment essayer de regarder au maximum les labels environnementaux. Quoi. Suggérer aux parents d'être… Ouais. En tant que jeune parent, mais éventuellement, je peux témoigner. Nous, on avait vu une étude Que choisir sur les couches et il en ressortait qu'il y avait des couches pas chères de l'Intermarché, les couches pommettes qui étaient assez saines apparemment. Et du coup, on a servi avec ces couches-là et puis des Pampers parce que quand même, les Pampers retenaient beaucoup plus le pipi la nuit. Quoi. C'est ça. Pommette, en effet, est plutôt bien référencé et on est sur un excellent rapport qualité-prix. Hein. Ouais, au moins 2 fois moins cher. Mais je crois qu'il y avait des couches Lidl aussi qui étaient bien référencées. Pour être concerné, hein, sur un paquet de 56 couches, vous payez le paquet 10 € alors que vous payez 17 € le paquet de Pampers qui doit avoir une quarantaine de couches. Donc, je vous rejoins sur le fait d'alterner parce que, après, moi, Pommette, j'en suis ravie, hein, je trouve qu'elles sont plutôt chouettes. Et il y a pas mal de structures petite enfance qui ont cette marque-là, qui est plutôt bien référencée. Voilà. Happy aussi, il y a la marque Happy qui marche pas mal. Enfin, il y en a un certain nombre, mais aujourd'hui on trouve et voilà, ça permet encore une fois quand on veut faire des économies par rapport aux parents que vous accompagnez, de pouvoir leur dire bah, aujourd'hui vous arrivez à trouver des crèches avec un très bon… C'est intéressant. Allez, couche lavable ou jetable? Qu'est-ce que vous privilégiez? Vous avez des parents qui vous questionnent sur les couches jetables? Lavables, pardon. Ah bah autant oui, on a eu une période où elles faisaient beaucoup leurs couches. Alors ça a beaucoup évolué en 15 ans, hein, les couches lavables. Ouais. Les premières, elles étaient waouh, c'était pas très confortable, je pense. Mais après, elles se sont mises à les fabriquer, Ouais. à les coudre.
Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour en arrière par rapport aux couches lavables. Ouais. Mais nous, c'est toujours pareil, c'est une population qui est un petit peu en marge. Donc, moi, je parle des gens que je vois, mais pas de la globalité de ce qui se passe sur Autun, quoi. Mm. Et donc, les personnes que je vois utilisent des couches jetables. Ouais. Pour autant, il y a un guide sur des parents qui seraient particulièrement intéressés sur le sujet, le guide de l'ADEME, qui est récent, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui émet quand même un certain nombre de recommandations et de préconisations pour privilégier alors, est-ce que le premier indicateur, alors oui, c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Bon, après, il y a la dimension financière qui entre en ligne de compte, c'est sûr. Ah oui. Elles disent que c'est valable si on a 2 voire 3 enfants, pour que ce soit, comment on va dire. Mais elles ont diminué quand même, les couches, Oui. les couches lavables, je trouve. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que paradoxalement, on s'est quand même beaucoup amélioré sur les couches jetables en termes environnementaux par rapport à ça. Là, on s'est quand même énormément amélioré sur les couches jetables. Donc, c'est vrai que finalement, c'est une fine tranche de population qui se tourne vers les couches lavables. Il faut vraiment être investi à 100% dans la dimension environnementale pour pouvoir prendre cet axe-là. Mais c'est quand même toujours intéressant de le présenter et puis de montrer les économies faites quand on passe sur ce volet, quoi. Allez, on a parlé de sans transition. Et vous, si demain, si ce soir ou à partir de demain, vous deviez faire évoluer à titre personnel ou professionnel, déjà à titre personnel, parce que pour moi, si on veut réussir à bouger les lignes professionnellement, il faut déjà réussir à y croire personnellement. Quelle petite chose vous auriez envie de mettre en place, vous, à titre personnel, sur ce sujet de la santé environnementale? Alors, Guillaume, ça va être facile. Si vous êtes jeune papa, vous allez pouvoir nous mettre quelque chose en lien avec la thématique du jour. Pour les autres, quelque chose où vous auriez envie de bouger les lignes à titre personnel? Moi, j'avoue, j'ai encore une grosse faiblesse, même si j'ai eu la formation sur les perturbateurs endocriniens, ça m'a commencé à amener un cheminement chez moi, c'est que j'utilise encore l'eau micellaire pour mon fils. D'accord. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel je peux jouer éventuellement. Sarah, le premier des exercices, c'est d'en prendre conscience. Une fois qu'on a conscientisé les choses, on a déjà fait une bonne partie du travail. Donc voilà, déjà, c'est chouette. C'est chouette. OK. Pour les autres? Moi, je serais essayer de trouver des flyers déjà diffusés pour les futures mamans et de voir avec les services enfants jeunesse, notamment assistantes maternelles, etc., comment on peut faire une information. Une information pour les asthmates ou une information pour les parents? Les deux. Ouais. Alors, assistante, il doit y avoir des choses. Faut que je regarde ce qui existe sur les parents. Sur les assistantes maternelles, alors moi, c'est une spécificité du 58, parce que moi, je suis basée à Nevers. C'est une spécificité du 58, mais moi, depuis, je ne sais pas, je dirais 5 ans, 6 ans maintenant, j'ai monté un partenariat avec le conseil départemental de la Nièvre et j'interviens dans le cadre de la formation initiale des assistantes maternelles. C'est génial. Pour les sensibiliser à cette problématique-là. Alors là, on est sur la chambre de bébé, mais en fait, j'ai un outil, peut-être le connaissez-vous, parce qu'on fait pas mal d'actions. On a un outil qui s'appelle Juste un peu d'air, qui est une pédagogique interactive. C'est une maison comme une maison de poupée, en fait. Elle est chouette comme tout, elle est en carton. Elle reprend les différentes pièces comme on pourrait avoir chez soi. Et c'est une maison dans laquelle, volontairement, on a mis un certain nombre de polluants. Et pendant 1h30, en discutant avec, alors soit c'est du grand public, soit c'est des professionnels, soit c'est des futurs professionnels, mais là, en l'occurrence, avec les assistantes maternelles, moi, je les projette en leur disant, voilà, après-demain, vous allez être professionnels, vous allez accueillir chez vous des enfants de différents âges, de différents profils.
avant tout, eh bien, il faut que votre maison soit non pas tip-top, parce qu'on n'a pas de maison tip-top, chacun, chacune, mais en tout cas une maison la plus sécuritaire et également en termes de santé environnementale. Donc, on les projette dans une maison de plus grande qualité et elles réfléchissent à tout ce qu'il faut qu'elles prennent en compte avant d'accueillir les enfants. Donc, tout ce qu'on a abordé là et tout ce qui tourne autour de la qualité de l'air intérieur d'une manière plus générale et des perturbateurs endocriniens. Donc ça, moi, je fais ça chaque année depuis 6 ans au moins. Et il y a 4 sessions de formation par an. J'interviens sur les… Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, peut se faire. Sans souci. Mais parce que vous avez raison, c'est un public qui est particulièrement concerné, quoi. Oui. Voilà. Il y a aussi une association, la PPA, je pense, qui sur son site a beaucoup de ressources. Je pense que c'est principalement à destination d'ailleurs des collectivités. C'est quoi la PTA, la plateforme? Association de la prévention de la pollution atmosphérique. APPA. Alain, Patrick, Paul, Alain. Association, excusez-moi. Prévention de la pollution atmosphérique. Ok, merci. Après, sur le site de l'OQAI aussi, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, vous avez aussi pas mal d'informations d'une manière générale sur l'air intérieur. OQAI, Observatoire qualité air intérieur. Ok, merci. Voilà, mais bon, après, voilà, si besoin, on en reparlera. Mais il y a pas mal de choses. Plein de gens là, qui travaillent, en plus, notamment par rapport aux perturbateurs endocriniens, un sujet qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Il y a de plus en plus de collectivités. Alors, je ne sais pas, Martine, dans le cadre de votre CLS, mais voilà, il y a de plus en plus de collectivités qui rentrent dans des démarches sans perturbateurs endocriniens et que du coup, en lien avec ça, des guides. Notamment, moi, je travaille avec le Grand Besançon. Là, le Grand Besançon, ils sont en train d'élaborer un guide perturbateur endocrinien qu'ils vont diffuser aux parents. Non, chez nous, on n'en est pas là. Ça va venir. Ça va venir. Eh oui, ça va venir. Petit pas par petit pas. Si on veut que ça fonctionne, il faut y aller tout doucement. C'est sûr. Voilà. Guillaume, Stéphane, sur ce que vous avez envie de mettre en place, vous, demain ou dès ce soir? Pareil, par rapport à l'homicellaire, par rapport à mon fils de 3 ans qui apprend la propreté. Pareil, peut-être essayer de virer ça, d'en parler avec ma conjointe. D'accord. Très bien. Pour les autres? Moi, professionnellement, je n'ai pas de cible par rapport au… Ouais, du coup, ouais. Mais bon, par rapport à mon enfant, j'étais déjà bien sensibilisé. Donc, ouais. Après c'est la réalité de la vie qui fait qu'on ne peut pas non plus se séparer de certaines choses. Enfin, voilà. On est d'accord. Il faut faire avec. Il y a un compromis à trouver entre le bien-être, le confort, la satisfaction des besoins et puis la santé, je crois. Ouais. Je suis exactement, vraiment, je suis d'accord avec vous, Stéphane. En effet, l'idée, c'est pas de vous dire tout ce que vous faites, c'est bien, c'est mal, et dès ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez me vider les placards et changer toutes vos habitudes. Non, il y a vous qui vous êtes, vos propres croyances, vos propres représentations. Il y a votre activité professionnelle, il y a la société dans laquelle on est, il y a le lobbying, il y a tout ce qu'on nous propose. Et en effet, il faut réussir à jongler entre ces différentes strates pour trouver ce qui correspond le plus à nos valeurs et à nos modes de fonctionnement. Voilà, tout en incluant, si possible, une dimension la plus environnementale possible. On est bien d'accord. Voilà, ça va. Petite question, est-ce que ce webinaire, il va être accessible en replay pour les personnes qui n'ont pas pu le voir? Parce que je sais qu'il y a eu 2 webinaires aussi sur des thèmes plus intéressants auparavant et moi, je n'ai pas pu y assister. Est-ce qu'il y a des replays qui sont accessibles? Pas du tout? Oui, normalement, oui, ils sont accessibles puisqu'on les enregistre. Mais normalement, Sarah, si vous aviez été inscrite sur les autres? Oui, tout à fait. Normalement, si vous êtes sur les autres, vous avez dû recevoir le lendemain de la diffusion un mail avec le lien pour vous connecter si vous aviez envie.
Ah, moi, j'ai eu un mail me disant désolé que vous n'ayez pas pu assister au webinaire, mais j'ai pas vu qu'il y avait un lien. Je vais regarder de nouveau du coup. Ouais. Vous regardez, vous me. Alors, attendez. Je vais vous faire un truc. Je vous mets je vais vous mettre deux choses dans la discussion. Là, vous avez tous accès à la discussion? Oui. Je vous mets mon adresse mail. Si jamais vous avez des questions, des remarques, des besoins, j'ai bien entendu pour les recettes, vous me ressollicitez. Et puis, si vous n'arrivez pas à vous remettre en lien avec les vidéos précédentes, vous me redites. Ok, bah super. Ok. chaton@bfc.mutualite.fr. Voilà, ça c'est mon adresse mail. Et je voulais vous mettre un petit questionnaire. Un lien sur un petit questionnaire d'Eval à remplir si vous voulez bien. Hop, hop, discussion. Hop, voilà, dans la conversation, je vous ai mis aussi le lien pour remplir le petit questionnaire d'évaluation qui est important pour nous. Si vous pouvez prendre quelques minutes, il n'est pas long à remplir. Hein. Moi, j'ai rien, par contre, j'ai rien qui s'affiche dans le chat. Pareil, moi aussi, du coup, ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas dans la discussion? Bah non. Non. On est censé aller cliquer sur un onglet, quelque chose? Normalement, en bas, on a l'onglet discussion. Ouais, moi, j'ai rien non plus. Moi non plus. Dans la discussion, il n'y a que moi qui ai. C'est nul, ça. Il y a un onglet discuter, mais quand on clique dessus, en fait, c'est pour que nous, on envoie un message, mais il n'y a pas plus. Ouais. Moi, c'est pareil. C'est nul, ça. C'est nul. Pourquoi je ne peux pas vous... Question-réponse, pareil. Il n'y a rien. Enfin, j'ai rien dans... Ah, discute. Tiens, j'ai un truc rouge qui arrive. Test. Test, c'est bon. On a eu test. C'est moi qui viens d'envoyer. Oui, c'est ça. Ouais, ça me et fonctionne. moi, vous ne recevez pas les miens. Non. Non. Alors, attendez, j'essaye autre chose. Regardez voir. Est-ce que là, ça marche? Ouais. Ah Oui, oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Alors là, donc, je vous ai mis le lien du questionnaire et je vous mets tout de suite mon adresse mail. Comme ça, si vous avez des questions, des remarques, des besoins sur des actions à venir, sur des souhaits, voilà, vous n'hésitez pas, vous me recontactez, on discute de tout ça séparément. D'accord. D'autres questions, remarques? N'hésitez pas. Ou est-ce que ça va par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou d'autres questions qui vous viendraient, que vous auriez envie d'aborder? Non, c'était complet. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir des petits rappels et de me réintégrer d'autres informations que j'avais un peu oubliées, comme ça date de début de l'année qu'on n'a pas encore mis en application. Pareil pour moi. Après, si les perturbateurs endocriniens, c'est un sujet qui vous intéresse, du coup, Sarah en a parlé, mais pareil, on met en place des formations professionnelles sur le thème des perturbateurs endocriniens. Alors, Sarah, vous avez fait... C'était une formation d'une journée? Je ne sais plus. Normalement. Oui, c'était une journée, oui, c'est ça, oui. Normalement, c'était une journée. Là, à partir de la rentrée, on bascule à 2 jours. Parce que les évaluations étaient très intéressantes et les gens que c'était trop court, qu'il fallait donc c'était trop court. C'était frustré de ne faire qu'une seule journée, donc du coup là on vient de finir le programme. À partir de septembre, les formations seront sur 2 jours. Ok, super. Voilà. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou remarques. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Votre présence. Merci. Bonne continuation, prenez soin de vous et puis si besoin. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Merci, au revoir.